Mesdames et messieurs, comme je l'avais annoncé, nous recevons l'invité du journal, M. Gassim Chérif, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Bonsoir, Monsieur le ministre, et bienvenue une fois de plus. Merci, madame. Bonsoir. Alors, soigner l'image de marque est l'une de vos attributions. Quelle autre mission avez-vous en héritant de ce portefeuille? Bon, merci d'abord pour votre invitation. Le ministère de la Communication a deux volets, le portefeuille que j'occupe. Il y a le ministère de la Communication en tant que département ministériel avec les organismes sous tutelle, l'ONAMA, la TPE, la CGPAN, la Coordination générale du passage de l'analogique et numérique. Il y a aussi une administration qui s'occupe des carrières des différents fonctionnaires qui sont intégrés dans ce ministère. Donc il y a un fonctionnement normal dans le cadre régalien des ministères. Ensuite, comme vous l'avez évoqué, il y a le volet porte-parole qui consiste à donner une parole structurée, une parole, comment dire, indiquée en ce qui concerne le gouvernement, en ce qui concerne le pays de manière générale, soigner l'image du Tchad. Et très souvent, lorsqu'on parle du Tchad, on parle des guerres, on parle de la famine, on parle de la désertification, que des choses négatives. Et une des prérogatives, sinon une des missions du ministre porte-parole, c'est soigner l'image du Tchad, mettre en exergue ce qui se passe de bien dans notre pays. Notre pays a beaucoup de potentialités sur le plan touristique, sur le plan économique, sur le plan historique, sur le plan culturel. Et donc c'est un ministère qui est transversal aussi, le ministère de la Communication, qui touche presque tous les secteurs. Et donc une des missions principales de mon ministère et de moi en tant que porte-parole du gouvernement, c'est évidemment de soigner l'image du Tchad. Alors, revenons à votre profession de journaliste. Vous avez dit être fils d'un journaliste, ce qui est juste. Vous avez aussi des proches dans les médias publics. Est-ce un avantage ou un handicap dans vos fonctions actuelles? Ne craignez-vous pas à ce que cela influence vos décisions? Non, non, je ne pense pas. Je suis fils de journaliste. Je suis fier d'être le fils d'un journaliste et d'être journaliste de formation. D'avoir exercé ces métiers-là, ce qui est un métier noble, un métier qui est consubstantiel à la vie démocratique d'un pays. Et en cela, je suis vraiment fier. Et sur le fait d'avoir des amis, des gens de ma famille qui sont journalistes, ce n'est pas un choix. Hein. C'est des choses qui s'imposent dans la vie. Et c'est des choses qui se font parfois par mimétisme. Vous allez trouver dans d'autres corporations, vous allez trouver un médecin qui a ses enfants qui sont médecins, ses neveux qui sont médecins. Donc ce n'est pas spécifique à ma personne ni à la profession de journaliste. Mais je pense que j'ai suffisamment de recul pour avoir été d'abord journaliste reporter, pour avoir été exercé ces métiers à l'étranger, en dehors du Tchad. Donc j'ai suffisamment de recul, j'ai observé minutieusement ces domaines. Et quelque part avoir des parents ou des amis dans ces domaines, ça nous aide aussi à comprendre la situation. Et depuis mon arrivée, en 2 mois, on a pu booster beaucoup de choses. Et en grande partie, justement, c'est parce qu'il y a des gens que je connais, avec qui j'ai commencé le métier de journaliste. Il y a quelques personnes qui sont mes aînés dans le métier, qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité. Ils sont de ma famille, ils ne sont pas forcément de ma famille. Et ça m'aide aussi à avoir la réalité du métier, etc. Parce que moi, j'ai fait quelques années à l'étranger, donc j'ai beaucoup de choses m'échappent. Maintenant, avec le retour, avec des gens de confiance autour de moi, ça me permet d'avoir un œil aiguisé et de palper les choses de manière tangible. Ah, merci beaucoup. Alors, vous êtes connu pour votre franc-parler et votre attachement à l'intérêt du Tchad. Mais certains estiment que les premières nominations que vous avez faites ne reflètent pas cette neutralité. Que répondez-vous? Non, moi, je ne pense pas qu'en la matière, il y a un débat ou il y a discussion. Moi, je n'ai pas fait tant de nominations. Toutes les nominations que j'ai faites, elles sont objectives. C'est des profils qui répondent à la fonction indiquée. C'est souvent des profils du journalisme, du métier de journaliste, des gens qui sont dans le ministère. Je ne suis pas allé chercher quelqu'un de l'extérieur. Toutes les nominations que j'ai faites, c'est justement des gens qui sont dans le domaine, qui exercent depuis des années, qui s'y connaissent bien. Qui sont expérimentés. Absolument. Alors, en tant que président d'un parti politique, vos choix seront-ils dictés par les intérêts politiques? Non, pas forcément. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, comme je suis journaliste, donc je connais le métier, je connais les compétences qu'on a. Il y a aujourd'hui des compétences qu'on peut retrouver chez vous,
qu'on peut retrouver de manière générale dans les médias privés, etc. Donc moi, je suis là pour faire venir toutes les compétences pour vraiment mettre sur pied une bonne communication du gouvernement qui fonctionne, pour relancer l'ONAMA, pour relancer l'ATP, etc. Et pour cela, j'ai besoin de toutes les compétences, il faut les mobiliser. Oui, j'ai une étiquette d'un chef de parti, et en politique, ça fonctionne comme ça. Et il se trouve qu'il y a un parti au pouvoir qui dirige ces pays et qui place aussi des ministres en fonction des contingences politiques. Je ne pense qu'il n'y a aucune incongruité en la matière. Donc il n'y a rien d'anormal que de faire appel à des gens qui sont de son parti ou d'un autre parti. D'accord. Des rumeurs ont circulé à votre sujet durant votre séjour au Niger que vous avez démenti. En tant que journaliste, ne pensez-vous pas qu'un tel démenti donne du poids à des accusations non fondées? Non, pas du tout. Et merci de me poser cette question. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement grave qui s'installe dans notre pays depuis des années, qui est dû à une certaine impunité. Il y a une différence à faire entre la liberté d'expression et la diffamation et l'injure publique, etc. Il faut faire ce distinguo-là, parce que en tant que journaliste, la liberté d'expression, c'est quelque chose de sacré pour nous. Et lorsqu'elle est dévoyée, et lorsqu'elle est confondue avec l'injure publique, avec la diffamation, ça dessert la cause des journalistes, ça dessert la liberté d'expression. S'en prendre à une autorité publique sur sa vie privée, ce n'est pas de l'information. Ce n'est pas une information, ça ne doit pas intéresser les gens. Et il y a une sorte d'omerta, de laisser-aller qui s'est installée. Et pendant ma mission au Niger, on m'a attaqué sur le plan des mœurs. Et ils ont attaqué la ministre du Tourisme du Niger sur le plan des mœurs. Et la gravité, j'ai réagi parce que c'était grave, parce que j'étais en mission dans un pays étranger. Et moi, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne suis pas fragile ou je ne suis pas à une polémique près. Mon parcours politique parle à ma place. J'ai été à l'extérieur, je suis un ex-rebelle. J'ai entendu beaucoup de choses sur ma personne, des diffamations, des fausses informations, des insultes. Mais lorsqu'on est engagé pour le Tchad, qu'on représente notre pays dans un autre pays étranger, dans le cadre d'une mission officielle, et qu'on laisse passer des choses comme ça, ce n'est pas bien. Ça peut constituer une crise diplomatique. Donc c'est pour cela que j'ai tenu à répondre à cette polémique. Et je souhaite vraiment qu'au plus haut niveau de l'État, que des mesures soient prises et que désormais, toute personne qui s'attaque à une personnalité publique soit systématiquement arrêtée. Et en cela, il y a l'ANSSIS qui doit nous aider à identifier ces personnes-là. L'ANSSIS est là pour lutter contre la cybercriminalité, etc. Donc, et le ministère de la Communication est là pour interpeller aussi. L'AMA aussi doit faire son travail. Vous avez pu arrêter ces gens qui ont propagé les fausses informations sur vous? Non, malheureusement, on n'a pas pu les arrêter, mais nous sommes en train de les identifier. Ce travail d'identification est en train d'être fait. Et nous souhaiterions vraiment que ces personnes-là répondent de leurs responsabilités, vraiment. Et pour que cela cesse, parce que ça vient polluer le travail des ministres, etc. Et ça ternit l'image du Tchad à l'international. Au Niger, à titre d'exemple, sur la même polémique, quelqu'un a fait un post pour s'attaquer à la ministre du Tourisme du Niger. Et ça a valu son arrestation. Cette personne a été arrêtée et déférée devant la police judiciaire. Donc, les gens là-bas ne badinent pas avec ça. Lorsqu'on laisse la porte ouverte à des gens qui s'attaquent à des personnalités publiques, ce n'est pas de l'information, ce n'est ni de la liberté d'expression. Et il y a des gens qui confondent tout. On peut ne pas aimer le gouvernement tchadien, on peut ne pas aimer le régime en place, mais il faut être objectif. Il faut faire les distinguos, il faut faire la part des choses entre les ministres qui sont en fonction, qui représentent notre pays. Et notre pays, c'est un pays démocratique qui donne de la place à tout le monde, à toutes les contradictions possibles. Mais donc, il faut rester dans le champ de la contradiction intellectuelle et politique. Il ne faut pas aller au-delà pour s'attaquer à des personnalités politiques. Merci pour tous ces éclaircissements. Vous êtes sur le projet de création de l'école de journalisme que vous a inspiré votre visite de travail avec le responsable de ESCOM et ex-IFTIC. Ça a été vraiment une visite très inspirante. L'ESCOM, qui appelait jadis IFTIC, a formé beaucoup de nos cadres. Il y a des cadres aujourd'hui qui sont connus dans le milieu du journalisme, qui sont formés, des cadres de haute facture, de qualité.
Et nous avons observé aussi qu'ils n'ont pas des moyens assez conséquents, pas beaucoup de moyens, mais ils ont un savoir-faire. C'est une école qui existe depuis presque 2 décennies, qui a fait ses preuves. Et en termes d'organisation, nous avons beaucoup aimé leur organisation. C'est une école très organisée. Sur les filières, c'est des filières qui sont à jour. C'est-à-dire ils ont pris en compte la nouvelle donne, en tout ce qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils forment les étudiants en journalisme, que ce soit la presse écrite, la presse télévisuelle, que ce soit la radio, etc. Ils ont même un studio de radio au sein de l'école. Donc c'est une école qui a su concilier la théorie à la pratique. Donc lorsque ces étudiants-là sortent de l'ESCOM, ils sont déjà prêts pour le marché de l'emploi. Et donc c'est un exemple très très inspirant pour nous. Alors l'université de N'Djamena a aussi un département de sciences techniques de l'information et de la communication. Et j'ai constaté que ce département n'est pas vraiment outillé, surtout avec des matériels et tout. Les étudiants, ils n'ont pas accès à certains moyens, surtout pour les aider à plus développer leurs connaissances. Avez-vous aussi envisagé quelques démarches pour les aider? Oui, fondamentalement, nous, on est là pour aider les universités, les écoles qui touchent le métier de la communication. Mais il faut dire aussi que l'école de journalisme du Tchad, c'est une recommandation du dialogue national inclusif et souverain. Et comme vous l'avez dit, il y a une filière communication à la fac, mais le fonctionnement des universités est différent des écoles. Dans les universités, on donne un soubassement, un socle idéologique, un socle théorique important d'abord aux étudiants avant d'aller dans la pratique. Je pense qu'il y a aussi une approche qui n'est pas la même. L'école que nous voulons créer, c'est une école qui est pragmatique, qui va aller dans la formation pratique tout de suite. Et donc nous allons à la fonction de la demande, parce qu'il faut que l'université nous identifie ces demandes, nous soumette ces demandes, et en cela, et par rapport aux demandes qui nous sont soumises. Alors on va dire que l'université ne vous a pas soumis une demande? Pour le moment, moi, à ma connaissance, je n'ai pas reçu de demande officielle de matériel ou de collaboration. Voilà. Alors, au Niger, le journal Le Sahel est tiré à 5000 quotidiens avec une imprimerie fonctionnelle. Il a des milliers d'abonnés alors que l'ATPE peine à assurer la parution de son hebdo avec un tirage de 500. Quelles sont les actions envisagées? Les actions envisagées, d'abord nous voulons réformer profondément l'ATPE. Et lorsque nous sommes arrivés à la tête du département, le journal était à l'arrêt pendant 11 mois. Nous avons rapidement pu relancer le journal de l'ATPE. Et ça, c'est déjà quelque chose de bien. Et comme vous l'avez dit, nous avons vu l'exemple du Niger. Il fait un tirage de 5000 exemplaires par jour, jusqu'à entre 16 et 20 pages par jour, parce qu'il faut noter qu'ils ont des détachements, ils ont des correspondants dans les provinces du Niger qui leur donnent des informations, ce qui fait qu'ils arrivent à produire quantitativement aussi. Et nous, notre difficulté, c'est parce que nous n'avons pas aussi une imprimerie qui nous permet d'aller vite et d'imprimer les choses comme nous les souhaitons. Et parce que l'imprimerie qu'on utilise aujourd'hui, c'est une imprimerie privée avec qui on a signé un contrat et ça coûte beaucoup à l'État. Et moi, je souhaite, depuis mon arrivée à la tête du ministère, j'ai toujours dit qu'il faut que l'ATPE, l'ONAMA, la CGPAN, toutes ces institutions fonctionnent comme des entreprises et qu'elles arrêtent d'être un fardeau pour l'État. Donc nous allons mettre en place des mécanismes qui vont essayer de renflouer les caisses et essayer de rendre autonome l'ATPE. Donc nous avons par exemple des choses très banales. Nous allons demander, et nous sommes en train de faire ce travail-là, demander à tous les ministères, à toutes les institutions de l'État, les grandes institutions, de s'abonner au journal de l'ATPE. Ça peut générer des revenus. Les ambassades, ils peuvent s'abonner au journal de l'ATPE. Par exemple, si vous prenez tout ce qui est armoirie de l'État, tout ce qui est logo officiel sur les en-têtes des actes officiels de l'État, ou même les calendriers, les agendas, le portrait du chef de l'État, etc. Au Niger, c'est l'équivalent de l'ATPE qui fait tout ça. Donc nous souhaiterons que le gouvernement nous accompagne, les pilotes autorités nous accompagnent dans ce sens, et ils sont très réceptifs, heureusement qu'ils sont très réceptifs, et cela nous encourage, ça nous donne de la force pour aller de l'avant. Et une fois qu'on a pu mettre tous ces mécanismes en place, l'ATPE va fonctionner de manière autonome. Et vous allez voir au fil du temps, l'ATPE n'aura plus
à demander de l'argent à l'État, peut-être essayer de payer les fonctionnaires ou les agents de l'ATPE. Sur le fonctionnement, sur les investissements, l'ATPE lui-même va générer ses revenus et fonctionner de manière autonome. Alors, Monsieur le ministre, une dernière question avant de vous libérer. Quelle lecture faites-vous de l'AES? Pensez-vous que le Tchad pourrait le rejoindre? Moi, je pense que l'AES, c'est en soi une belle expérience. Une expérience dans le sens où des Africains se réunissent en dehors des idées qui viennent d'ailleurs, en dehors des conseillers qui viennent de l'extérieur, que des pays africains se réunissent avec des intelligences africaines, avec des moyens qui sont proprement africains, qu'ils organisent quelque chose, ils mettent en place une institution. En cela, c'est déjà une victoire. Vous savez, la colonisation, la décolonisation, tous ces phénomènes, c'est d'abord mental. Souvent, là, les gens, quand ils parlent de la colonisation, on n'est plus dans une forme de colonisation directe, où on force les gens, où on bâillonne les gens. Il y a une décolonisation progressive qui s'est faite, mais elle n'est pas totale. Et nous avons la chance d'avoir un président qui est attentif et qui est jaloux de notre souveraineté. Quand je dis souveraineté, le président Mohamed Idriss Déby Itno est jaloux de notre souveraineté et il veut une souveraineté intégrale du Tchad, sur tous les plans. Il a commencé par l'aspect militaire, en renvoyant les Français, les soldats français. Ça aussi, ça rentre dans le cadre de notre souveraineté entière. Maintenant, il y a d'autres pans de notre souveraineté qu'il faut entamer. Il y a la question du franc CFA, il y a la question économique, toutes les questions liées à l'économie, les questions liées à la géostratégie, les questions qui sont liées au contrôle de nos ressources par nos propres cadres, par nos propres moyens. Et toutes ces questions doivent être débattues sans complexe. Et je pense que l'expérience de l'AES doit être élargie aux autres pays. Et moi, je pense que ce serait une bonne chose, peut-être que le Tchad rejoigne l'AES. Ça, c'est mon avis personnel. Et c'est quelque chose qu'il faut étudier, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Nous constatons que l'Union africaine est là, mais souvent, c'est des investissements étrangers qui permettent le fonctionnement de l'Union africaine. Et ces investissements ne permettent pas une liberté totale de nos institutions. Si nous voulons une Afrique indépendante, libre, de toute contingence, de toute contrainte, donc il faut qu'on aille vers des institutions libres, avec nos propres moyens, avec nos propres cadres, avec nos propres intellectuels, qui pensent, qui réfléchissent et qui déploient des institutions. Donc moi je pense que le Tchad, ça c'est mon avis personnel, le Tchad doit envisager sérieusement cette option-là. Et pour terminer sur ce sujet, lorsque nous étions au Niger, moi et ma délégation, du portier de l'hôtel, en passant par les femmes qui nettoient les chambres, etc., à l'accueil au guichet, les populations du Niger de manière générale, partout où on va, tout le monde sollicite l'adhésion du Tchad à l'AES. N'en parlons pas des ministres, que ce soit le Premier ministre du Niger, que ce soit tous les ministres du Niger, toutes les autorités que nous avons pu croiser dans le cadre de notre mission, ont sollicité l'adhésion du Tchad à l'AES. Parce que le Tchad, c'est un pays important, un pays pivot dans le Sahel, un pays qui est à la croisée des cultures, à la croisée, c'est un pays qui est important, qui est central en termes de géopolitique, qui fait la jonction entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, l'Afrique de l'Est, etc. Donc on a une position centrale qui fait qu'à partir du Tchad, on peut vraiment déployer la souveraineté entière de l'Afrique. Donc ce travail de souveraineté est déjà entamé par le chef de l'État. Je pense que nous devons l'accompagner. Et chaque ministre et chaque cadre doit, au quotidien, dans chaque acte qu'il pose, penser à la souveraineté du Tchad et au patriotisme. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Alors, l'agenda des membres du gouvernement se poursuit même tard dans la soirée. Alors, vous avez certainement d'autres engagements. Alors, nous allons vous libérer et poursuivre cette édition. Merci une fois de plus d'avoir accepté d'être l'invité de ce journal. Merci beaucoup. Merci.